floor is yours, comme on dit en français. Merci beaucoup, c'est très impressionnant ce lancement-là, vraiment. Bonjour à tous, je vais essayer brièvement de vous faire vivre une aventure tout à fait originale, tout à fait étonnante que nous avons vécue en Suisse. Une aventure avec un suspense incroyable, avec une dramaturgie qui aurait trouvé toute sa place dans ce festival, qui a commencé comme un véritable film catastrophe, je vais vous expliquer pourquoi, et puis qui au fil du temps a évolué en une sorte disons, de film policier à suspense, et finalement on a quasiment terminé sur un feel-good movies avec un score tout à fait formidable pour le service public suisse. Mais voilà, je vais vous raconter l'histoire de ce pays si calme qui a failli d'un coup d'un seul supprimer totalement et définitivement et irrémédiablement toute sa radio et sa télévision publique d'un coup d'un seul sur une décision populaire. C'est pour ça que cette petite présentation s'appelle « Écoutez le peuple », « Écoutez la population », parce qu'en Suisse, comme vous le savez, je vais y revenir dans un instant, eh bien, nous avons un système de démocratie directe qui permet à la population de, au fond, changer la Constitution comme elle le souhaite, quand elle le souhaite. Alors, voilà, en général, quand on parle de ce joli pays qu'est la Suisse, eh bien, on parle de verticalité, on parle de montagne. Ici, c'est le Cervin, pour ceux qui le connaissent. On parle de fromage, en général. Il y a tout un débat métaphysique avec la Savoie et la Haute-Savoie pour savoir si la fondue est plutôt suisse ou savoyarde. J'ai mon avis là-dessus. Et puis, on parle aussi de Roger Federer, qui est une sorte de gendre idéal mondial, que toutes les belles-mères aimeraient évidemment accueillir dans le sein familial. Ça, c'est un peu les clichés de la Suisse. Il manque évidemment ici le chocolat et quelques affaires bancaires, qui d'ailleurs ont donné naissance à des séries intéressantes, dont Quartier des banques, que nous avons coproduit avec Point Prod et que vous avez peut-être eu l'occasion de voir. Alors, dans ce pays si calme, si tranquille, si prospère, voilà qu'on s'est étripé, littéralement, pendant environ 6 mois, à propos de ce slogan, à propos de ce nom, BILAG. Qu'est-ce que c'est que BILAG ? BILAG, c'est une entreprise qui fait la perception de la redevance en Suisse. Il faut savoir que chez nous, nous avons un système où le financement du service public est garanti par une redevance que nous devons percevoir. Donc il y a une entreprise qui est chargée d'aller chercher la redevance qui est payée par chaque foyer chaque année. Et cette entreprise s'appelle BILAG. C'est une entreprise qui n'a rien à voir avec nous, qui dépend de l'opérateur telco Swisscom et qui reçoit un mandat de la Confédération pour aller chercher l'argent auprès de la population. C'est un système mixte en Suisse puisque nous avons une redevance et des recettes publicitaires comme c'est le cas dans d'autres pays. En gros, 75% de redevances, 25% de recettes publicitaires. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Suisse, la redevance est chère. Elle coûte environ 300 € par année, par foyer. Elle est chère en comparaison européenne parce que nous produisons en 4 langues. Et donc, il faut imaginer que nous avons une offre équivalente en français, en allemand, en italien, et que nous avons même une offre radio tout à fait conséquente et sérieuse pour une toute petite langue, la 4e langue, qui est parlée par 40 000 locuteurs. Donc c'est vous dire le degré de proximité que nous avons avec le public. Donc cette redevance, elle est chère, et en plus, elle est organisée de manière très particulière, puisque dans notre pays, nous avons un mécanisme de péréquation entre les régions. C'est-à-dire que les régions riches soutiennent les régions plus pauvres. Et pour être très concret, les alémaniques, qui sont plus importants en nombre, génèrent à peu près 75% des recettes de la SSR, et ils n'en gardent que le 45%. Et on réattribue, par exemple, à la Suisse italienne, une partie très importante. Les italophones génèrent, eux, 4% des moyens de la SSR, et en reçoivent 22%. Et c'est donc nous qui organisons cette péréquation pour qu'au fond, en Suisse, il n'y ait pas de citoyen qui n'ait pas accès au même type de prestations. Alors c'est un mécanisme subtil, parce que nous sommes peu nombreux, et qui demande vraiment un très bon équilibre entre les acteurs du marché pour que cela fonctionne. Et c'est précisément ça qui a été mis en question par cette votation populaire, qui a proposé donc, ni plus ni moins, de mettre totalement à plat ce système de financement. En Suisse, nous avons ce que nous appelons les initiatives populaires. Alors ça marche comment ? C'est assez simple, n'importe quel citoyen, n'importe quel groupe de citoyens, pas besoin d'être dans un parti, pas besoin d'être organisé, s'il arrive à collecter
pendant une période donnée, une année, 100 000 signatures considérées comme valables sur les marchés, à la sortie des entreprises, dans les universités, peu importe. S'il arrive à trouver 100 000 signatures, alors il peut contraindre le gouvernement à mettre une loi en votation ou à changer une disposition législative et même changer la Constitution. Ça s'appelle donc la démocratie directe. Il y a beaucoup d'avantages, évidemment, parce que les gens sont très impliqués dans le système politique. On a un degré de maturité politique qui est très élevé en Suisse. Par exemple, les Suisses sont capables de dire bon, tout bien réfléchi, nous refusons une 6e semaine de vacances parce que l'économie du pays s'en porterait mal. Vous voyez, c'est ce genre de niveau de réflexion que nous avons, un peu atypique aussi, ça. Mais l'inconvénient, c'est qu'alors, c'est très très facile de mettre en votation, au suffrage universel, des choses très complexes à expliquer et à examiner, et c'est le cas en particulier du financement de l'audiovisuel public. Donc cette initiative a été lancée par 3 jeunes gens, qui, vraiment, c'est comme ça que ça s'est passé, autour d'une bière, un soir à Zurich, se sont dit, bon, finalement, ces programmes de télévision et de radio de la SSR, ils sont pas mal, on n'a rien contre eux, mais au fond, pourquoi on est obligé de les acheter? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de payer une redevance? Et donc, ils se sont dit, nous allons proposer, ni plus ni moins, la suppression totale et définitive de la redevance. Et puis, ma foi, ceux qui souhaitent toujours avoir accès à ces bons programmes, eh bien, ils n'auront qu'à les payer à la carte. Voilà, c'était leur logique. Une logique très, très néolibérale, évidemment, une logique très individualiste aussi, qui, du coup, alors, mettait à plat complètement tout ce modèle de péréquation, de solidarité financière que nous avons entre les régions. Pour vous donner un ordre de grandeur, il y a 1,8 million d'habitants en Suisse romande. Vous voyez, c'est extrêmement faible par comparaison à la Suisse alémanique, qui est pas loin de 6 millions. Donc on a vraiment une structure fédérale qui est assez fine et que cette initiative aurait littéralement mis à plat. Et cette affaire, donc une fois qu'ils ont réuni leur signature et qu'ils ont contraint le gouvernement à mettre ça en votation, cette affaire s'est très mal présentée parce que, au mois de décembre 2017, les sondages nous expliquaient tranquillement qu'il y avait plus de la moitié des Suisses qui étaient prêts à renoncer à cette redevance. Alors il faut imaginer la situation, hein. Vous êtes à la tête d'une entreprise de 6 000 collaborateurs qui parlent donc plusieurs langues, qui sont décentralisés, qui sont à Genève, à Lausanne, à Berne, à Bâle, à Zurich, à Lugano, etc. Et puis, vous savez que dans 3 mois, vous avez une votation populaire, et là, cette votation populaire peut avoir comme effet qu'en très peu de temps, en quelques mois, vous devez littéralement fermer boutique, c'est-à-dire éteindre les studios, licencier les 6 000 personnes, et ma foi, disons, faire en sorte que l'entreprise arrête son activité dans des conditions les plus correctes possibles, mais disons dans des conditions très brutales. Donc il y avait une tension extrêmement forte en Suisse, parce que tout d'un coup, à ce moment-là, les gens avec qui nous travaillons, pas seulement les journalistes, pas seulement les collaborateurs de la SSR, mais aussi les artistes, les musiciens, le monde de la culture, le monde associatif, tous ces gens-là, tout d'un coup, se sont dit « mais attention, il est possible que tout d'un coup, tout s'arrête. Hein. Il n'y a plus de cinéma en Suisse sans la SSR, quoi, c'est absolument clair. Il n'y a quasiment plus de musique suisse sans nous. Il y aurait un désastre total dans de très nombreux domaines culturels. La plupart des grands festivals ont besoin de la couverture des chaînes de la SSR pour pouvoir eux-mêmes trouver leur financement. Donc on était devant un scénario mais complètement catastrophique avec une partie de la population qui finalement se disait bon, après tout, c'est vrai qu'on a Netflix, on a ci, on a ça, pourquoi est-ce qu'on va encore payer une redevance? Bon. Et donc un impact, une discussion extrêmement tendue vers la fin de l'année. Alors, ensuite, quand tout à l'heure, je vous ai dit, on a terminé ça sur un score fantastique. Alors, sans plus attendre, voilà ce qu'on a réussi à faire. Donc, en fait, en mars 2018, donc il y a quelques semaines, finalement, nous avons repoussé cette initiative à plus de 71%, ce qui est un score vraiment totalement inattendu, inespéré, fantastique, parce que ça a évidemment relégitimé complètement le service public. Mais ça ne s'est pas fait comme ça, hein, ça ne s'est pas fait d'un coup d'un seul, et je vais ici vous donner quelques éléments, disons, d'appréciation pour que aussi vous puissiez réfléchir dans vos pays respectifs. Je sais qu'en France, par exemple, il y a beaucoup de discussions autour du financement et du modèle du service public, et on a beaucoup entendu de choses intéressantes pendant ce débat absolument gigantesque. D'abord, si les gens ont refusé finalement, après réflexion, cette initiative, donc ça veut dire qu'ils ont refusé une économie de 300 €, hein, en se disant ça vaut la peine de dépenser 300 € pour ça. Et ça, c'est pas seulement la SSR, c'est pas seulement des radios et des télévisions,
Au fond, c'est une certaine idée de ce pays. Hein. C'est une certaine idée de la Suisse qui respecte ses langues, qui s'arrange pour produire une diversité culturelle dans les différentes régions du pays, qui compense les déséquilibres démographiques et socio-économiques à travers un modèle de solidarité et de péréquation qui, disons, a plutôt bien fait ses preuves. Et c'est aussi l'idée, disons, d'une société qui ne se résume pas simplement à satisfaire des besoins consuméristes individuels. Il y avait là quelque chose d'assez profond et d'assez intéressant, en fait, qui s'est noué pendant cette campagne, que nous avons évidemment un petit peu cultivé. Alors, ce que nous avons fait, parce qu'il faut aussi savoir que nous n'avions pas le droit de faire campagne. La loi nous interdisait donc de faire campagne directement et d'utiliser l'argent de la redevance pour plaider notre cause. Donc on ne pouvait pas commencer à faire des spots à la télévision ou simplement même à engager de l'argent pour faire cette campagne. Nous avons dû, au fond, passer par d'autres acteurs de la société civile, des partenaires, des professionnels qui se sont engagés pour nous. Mais il y a une chose très importante, c'est que nous avons, de manière extrêmement dure et très difficile à tenir, je vais vous dire pourquoi, nous avons expliqué en fait qu'il n'y avait pas de plan B. C'est-à-dire que si la population votait la disparition de la redevance, il n'y aurait plus de radio et de télévision publique du tout. Et il n'y aurait pas un espèce de modèle hybride où on pourrait acheter 2-3 trucs à la carte et puis que sais-je, plus de publicité pour financer ça. Non, on a expliqué de manière très, disons, sérieuse et conséquente, dans toutes les langues, qu'il y aurait des conséquences graves et définitives. Et c'était difficile parce qu'au plus fort de la crise, quand on était aux alentours du mois de décembre, nos propres amis, nos amis, je sais pas, le monde de la culture, certaines forces politiques qui soutenaient le service public, nous ont demandé instamment de sortir un plan B de notre poche en disant bon, écoutez, on peut quand même peut-être faire autrement, ne cassez pas tout, etc. Et nous avons, de manière très délibérée, considéré qu'il fallait faire un vote total, c'est à prendre ou à laisser. Donc on a vraiment souhaité mettre la population suisse devant ses responsabilités citoyennes, quoi, en disant voilà, c'est ça qui va se passer si on est ainsi sorti du jeu. Alors, on a fait évidemment un immense travail pédagogique. Hein. On n'a pas pu faire de campagne, mais on a participé à des centaines de débats dans toutes les régions, sur toutes les chaînes possibles et imaginables, pour vous donner une idée de ce qui s'est passé en Suisse, de cette espèce de frénésie qui s'est emparée du pays. Pendant la période de la campagne, c'est-à-dire 3-4 mois, on a recensé 10 700 articles, c'est-à-dire 50 articles par jour, hein, qui ont traité le sujet Nobilag. On a recensé des centaines de milliers de posts divers et variés, dont des choses mais absolument innommables, des torrents de boue qui ont déferlé de partout. On s'est rendu compte après qu'il y avait des robots qui avaient été utilisés. Il y avait vraiment une campagne politique extrêmement violente contre nous. Et puis, nous avons recensé également 4000 sujets qui ont été produits, diffusés dans des titres, dans des journaux étrangers, et en particulier en France, et notamment au Figaro. Mais pas seulement, il y en a eu en Belgique, il y en a eu au Canada, il y en a eu en Allemagne, en Italie, partout. Vraiment, c'est un sujet qui a passionné l'Europe audiovisuelle, parce que les collègues y voyaient au fond une dimension très emblématique et très symptomatique de ce qui pouvait également leur arriver. Donc on a tenu cette ligne très forte, et on a aussi expliqué qu'en fait, on n'était pas simplement en train de parler du service public, on était aussi en train de dire dans quel pays voulez-vous vivre, hein? Qu'est-ce que ça veut dire que le respect de la diversité? Comment est-ce qu'on fabrique, au fond, une production culturelle commune dans un pays qui a 4 langues? Comment on construit le récit partagé entre les différentes régions du pays pour que finalement on ait ce sentiment de vivre ensemble alors que nous sommes dans un pays complètement fédéraliste, qui a une histoire très atomisée, avec aussi une absence de verticalité. On est l'exemple contraire du centralisme à la française, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, au fond, on a essayé d'expliquer que finalement, ce service public, il avait un rôle important dans la cohésion nationale. Et que ce sentiment de vivre ensemble, qui fait que la Suisse se définit par rapport à la France, par rapport à l'Allemagne, par rapport à l'Italie, qui sont des voisins très puissants, dont les chaînes de télévision débordent intégralement chez nous, eh bien, ce service public permettait d'une certaine manière de garantir cette cohésion nationale. Et puis, il y a eu ce que nous avons appelé une espèce de wake-up call, c'est-à-dire que nous avons été, en octobre, en novembre et en décembre, rencontrer nos partenaires, en particulier les milieux du cinéma, qui se sont beaucoup mobilisés, pour leur dire, écoutez, si ça se passe vraiment, hein, sans faire de catastrophisme, mais voilà les conséquences. Et on leur a demandé de réfléchir et on leur a demandé d'agir. D'agir avec leurs mots, avec leur vision, avec leur stratégie, sans que ce soit une opération que nous organisions.
On leur a simplement expliqué la situation et les enjeux. Et on leur a juste demandé une chose, on leur a dit, écoutez, si vous voulez vous engager à faire quelque chose, il serait bien de le faire aux alentours du mois de fin janvier, début février, parce que c'est là que l'opinion va se faire. C'est là que, véritablement, les Suisses vont décider ce qu'ils veulent voter. Et on a été, comme ça, rencontrer des centaines, mais des centaines d'organisations, d'associations. Il faut savoir que la Suisse est un pays qui est très associatif. Et il y a une grande tradition politique en Suisse d'associations, de fondations, d'organisations multiples qui, en fait, discutent ensemble de la vie en société. Et donc, on a été les voir et on leur a dit, écoutez, voilà les enjeux. C'est un sujet de société qui va au-delà de l'audiovisuel. Est-ce que vous souhaitez ou pas vous en saisir ? Et je dois vous dire qu'il s'est passé un truc tout à fait étonnant parce que, donc, en décembre, on était vraiment très, très inquiets. Moi, j'ai pris mes fonctions en octobre, vous voyez, donc je suis arrivé en octobre, et puis en décembre, j'étais en train de me dire qu'il fallait que je redéménage pour rentrer en Suisse romande. Donc, on avait une forte tension. Et puis, les choses étaient assez calmes. Hein. Et tout d'un coup, on a vu apparaître des petites productions qui ont commencé à sortir sur les réseaux sociaux, dans certains cinémas, des petites productions qui étaient faites par les milieux du film, les milieux de la musique, les milieux du cinéma, etc., qui se sont, au fond, pris de passion pour cette affaire et qui ont commencé à faire des tas de trucs tout à fait originaux. J'ai juste ici un exemple, mais pour vous montrer ça, c'est bien fait et c'est pas du tout une production de la SSR, c'est quelque chose qui a été totalement fait de manière spontanée. J'espère que ça va marcher, ça. Mon émission, on le partage. Alors dis non le 4 mars. Alors il faut imaginer que ça c'est un rappeur par exemple, hein, c'est un rappeur suisse assez connu qui a pris une initiative avec un certain nombre de ses collègues dans d'autres disciplines musicales pour produire ce petit clip qui a donné naissance à des dizaines de petits clips de même nature qui se sont véritablement répartis dans toute la société suisse. On a aussi eu des petits clips fantastiques, des petits scénarios qui montraient au fond ce que devient une société sans service public, avec des choses très très drôles et en même temps des choses très tristes. Enfin vraiment c'était une sorte de fertilité, une sorte de création absolument incroyable. Et on peut dire d'une certaine manière qu'après ce wake-up call, eh bien la société civile, elle s'est dressée. Elle s'est dressée pour dire ça suffit. On n'est pas d'accord avec cette vision de la société qui ne fonctionne que sur des bases consuméristes et individuelles, et nous nous engageons contre ça. Et alors, voilà, pendant le mois de février, jusqu'à la fin du mois de mars, on a été submergé, littéralement, on n'arrivait même plus à recenser tout ce qui se produisait de ce genre de petits clips qui ont tourné, au fond, la population, et la population est passée de ces 51% à ces 71% de rejet. Et ça, je dois dire que c'était quelque chose d'assez spectaculaire et vraiment impressionnant à vivre. Ce que j'aimerais aussi ici vous dire, c'est que pendant cette période très intense, ces milliers d'articles, ces centaines de débats, etc., on a beaucoup échangé avec la population, on a beaucoup discuté avec la population suisse. Et je pense que ce dialogue est très, très, très pertinent, en fait, et je pense que les diffuseurs publics, de manière générale, ont un peu perdu ça. Et je pense que cette idée de cette société assez verticale, où au fond, un diffuseur, d'une certaine manière, propose des programmes et puis, au fond, impose sa vision du monde, sans pour autant toujours intégrer dans sa construction narrative et dans sa programmation ce que la société entend et souhaite, je pense que cette société-là est derrière nous. Et nous avons véritablement entendu ça, et au fond, notre position, on dit en allemand, il y a un joli mot qui s'appelle le Haltung, c'est la posture. Voilà. Je crois que la posture des services publics audiovisuels, de ces grandes entreprises publiques ou parapubliques, doit changer pour, au fond, basculer d'une logique très verticale et un peu autoritaire à l'ancienne, si vous voyez ce que je veux dire, sur une logique un peu plus horizontale et un peu plus participative. Parce que c'est comme ça qu'aujourd'hui la société entend dialoguer avec nous et se mettre en relation avec son diffuseur public, qu'elle souhaite toujours défendre. Mais elle souhaite le défendre dans la mesure où lui est aussi ouvert à la discussion, au dialogue et à la critique. Et je pense qu'il est important de changer cette posture. Et notre réflexion post-BILAG va précisément dans cette direction.
nous allons lancer là des espèces de forums un peu permanents, bon, dans la grande tradition de la démocratie directe, mais où nous allons être en discussion avec la population suisse pour qu'elle puisse, au fond, voilà, commenter ce que nous fabriquons, nous donner des inputs que nous voulons ensuite intégrer dans notre activité professionnelle. Il y a quelques enseignements aussi un peu plus sociologiques ou politiques qu'on a tirés de ça. Je vous en cite 3 rapidement. Premièrement, et c'est un truc qui est très important, ça, parce que je pense que ce n'est pas du tout propre à la Suisse, on a vu émerger de nouvelles alliances politiques tout à fait improbables. On a vu émerger, par exemple, des rassemblements entre des néolibéraux presque libertariens et des forces populistes, conservatrices extrêmement classiques, qui se sont retrouvés, les uns utilisant les autres. Alors, les populistes conservateurs utilisant les néolibéraux pour donner à leur discours quelques relents de modernité, hein, c'est un peu branché d'être néolibéral, et donc on dit des choses terribles, terrifiantes, mais on les dit de manière un peu branchée, voilà. Et à l'inverse, les néolibéraux, eux, ils ont utilisé ces mouvements populistes qui sont super bien organisés dans le territoire, qui sillonnent le territoire et qui ont une force de frappe politique très importante. Et le problème, c'est que ces deux mouvements-là qui se sont retrouvés contre nous et contre les services publics en général, pour des raisons tout à fait différentes, ce sont des forces politiques très difficiles à contre-argumenter, parce qu'elles reposent sur des stratégies politiques, sur des visions politiques absolument différentes. Et donc, si vous êtes face à un front de cette nature, vous devez, au fond, avoir voilà, une stratégie d'argumentation totalement polymorphe, et ce n'est pas toujours facile de le faire. Et j'observe en Europe que ce genre d'alliance se développe. Et elle se développe toujours dans le même type de remise en cause. Les institutions qui tiennent les gens ensemble sont l'objet de ces attaques frontales. Et voilà, il y a des endroits en Europe où il y a maintenant beaucoup de succès. Dieu merci, en Suisse, comme vous l'avez vu, on a pu repousser ça, mais il y avait là un vrai problème. Deuxième enseignement, très intéressant et très réjouissant. Pendant la campagne, on a entendu vraiment sur tous les tons que finalement les jeunes, la génération Netflix, on avait marre du service public, qu'elle avait quitté le service public. Au fond, on n'était plus un sujet. C'est même pas qu'ils étaient contre nous, mais on n'existait plus. Bon. Et puis quand on regarde la réalité du vote du 4 mars, eh bien, les jeunes, quoi, les 18-24 ans, les premières générations votantes, ont été les plus forts soutiens du service public. C'est-à-dire que parmi ces jeunes, ceux qui se mobilisent pour des causes comme les nôtres. Et il faut tordre le cou à cette rumeur ou à cette idée un peu reçue qui dit que finalement les jeunes ne s'intéressent plus aux médias publics. C'est pas vrai. Faut-il encore savoir s'adresser à ces gens, bien entendu, à cette population-là? Mais là, en l'occurrence, les faits ont montré une inversion complète des pronostics, à la surprise générale de tous les sondeurs d'ailleurs, qui ont découvert que la génération Netflix s'était engagée pour le service public. Il y a eu des batailles sur les réseaux sociaux entre les néolibéraux et ces jeunes pro-service public absolument phénoménales, mais vraiment, mais avec une virulence et une productivité hors du commun. Et puis troisième enseignement que je ressens très fortement en Suisse, peut-être en raison de la structure de notre scène médiatique, c'est qu'au fond, sans alliance, point de salut. C'est-à-dire qu'on peut pas, on est trop petit pour se déchirer constamment entre acteurs privés et acteurs publics. Alors les acteurs privés en Suisse sont principalement des groupes de presse. Il n'y a pas de télévision généraliste concurrente, le marché est trop petit. Et puis les télévisions concurrentes sont des chaînes allemandes, françaises et italiennes. Donc évidemment qu'elles n'agissent pas dans le marché suisse comme nous. Mais au fond, ce message qu'on a entendu de la Suisse, le 4 mars, c'est un message qui nous a dit « Écoutez, on veut garder ce système. On a besoin de cette place médiatique suisse, de la diversité. On a besoin d'avoir des regards différents, des points de vue différents. Donc, débrouillez-vous, mais arrangez-vous pour collaborer. » Et je pense là aussi que le service public doit un peu sortir de sa posture un peu auto-centrée et ouvrir la discussion avec des acteurs privés pour trouver des nouveaux modèles de coopération. Évidemment, dans le domaine de la fiction, c'est naturel, puisqu'on fait déjà tous ça tout le temps, mais il y a d'autres secteurs, dans le domaine de l'innovation technologique, par exemple, ou dans le domaine de la formation, ou dans le domaine des players, et notamment des players radio, où là, il y a vraiment des potentiels de collaboration très intéressants. Pour conclure, je vous dirais qu'on n'a pas considéré cette aventure comme une fin. On ne s'est pas dit le 4 mars à 18h, ben voilà, c'est gagné, on est reparti pour 20 ans, tout va bien. Pas du tout. D'abord, on a un tout petit problème quand même, c'est qu'on doit encore économiser pas mal d'argent parce que la redevance a baissé. La redevance est grosso modo 8% de moins qu'elle ne l'était il y a encore une année, et donc on doit maintenant développer des plans d'économie significatifs.
Alors vous me direz que quand vous avez risqué la disparition pure et simple, aller chercher 8%, ça relativise un peu le problème, c'est vrai. Mais quand même, 8% dans une entreprise de service public qui a un mandat public, qu'elle n'a pas autodécidé, on doit répondre à un cahier des charges, c'est quand même un exercice assez complexe, assez difficile, surtout quand on est organisé en 4 langues, dans 4 régions, dans un modèle très décentralisé. Et donc nous avons entamé une vaste réforme. Immédiatement, le 4 au soir, j'ai pris la parole, avant même la fin des résultats. Quand j'ai vu qu'on avait gagné, j'ai pris la parole pour dire, bon, ok, merci, c'est bien, on est très content, mais on a aussi entendu un certain nombre de choses et on va maintenant mettre en œuvre un plan de changement assez significatif. Premier élément de ce changement, c'est donc une réduction de nos coûts à périmètre égal et à prestations égales. Deuxième élément et deuxième enseignement fort qui, à mon avis, disons, touche absolument tous les acteurs publics, au fond, disons, le futur et l'avenir, c'est la différence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement courir les mêmes lièvres que tout ce que vous trouvez partout ailleurs. Et donc, je pense qu'il faut cultiver cette particularité que les services publics peuvent et doivent, au fond, honorer en raison de leur mandat public. Et moi, je pense qu'il faut qu'on oriente plus encore notre petite musique à nous, nos différences pour légitimer. Et là, j'aimerais vous dire une chose qui peut-être va un peu vous étonner, si dans la salle il y a des producteurs, mais moi, je crois qu'il faut aujourd'hui considérer que la performance, et notamment cette bonne vieille part de marché, n'est plus suffisante pour légitimer. Et je pense qu'il se passe autre chose, en fait, dans la relation. On doit passer d'une logique transactionnelle à une logique un peu relationnelle avec le public. Et cette relation, c'est quoi? C'est de la valeur ajoutée, c'est une posture, c'est quelque chose qui ne se traduit pas en chiffres. Mais c'est au fond le plaisir d'avoir ça, quoi. C'est le plaisir de partager ça, une certaine fierté aussi, même si elle n'est pas très forcément et massivement suivie. Et je pense que les opérateurs publics doivent vraiment intégrer dans leurs indicateurs de réussite autre chose que simplement la part de marché ou la pénétration ou des données quantitatives. Par exemple, en Suisse, on a décidé de 2-3 trucs, je donne des petits exemples très très concrets, très précis, mais pour vous illustrer ça, moi j'ai dit, bon, eh bien, à partir de 2019, on ne va plus couper du tout les films par de la pub. Voilà. C'est un manque à gagner net pour nous, mais on le décide pour cultiver la différence avec les opérateurs français, allemands et italiens qui sont très présents dans le marché suisse. Montrer une différence, une valeur ajoutée au public suisse. On a aussi dit, à partir de 2019, nos offres d'information en ligne, nos news, ne seront plus en text only. Pourquoi? Parce que le texte, c'est exactement ce que tentent de vendre les éditeurs de presse dans le domaine du online. Nous, on a un avantage, on fait de la vidéo et on a de l'audio. Alors on a décidé qu'à partir de 2019, eh bien, notre offre d'information en ligne serait obligatoirement associée à de la vidéo et à de l'audio pour précisément différencier un peu plus et un peu mieux les postures des uns et des autres. Voilà, il y a plein d'exemples comme ça, mais c'est pour vous dire qu'on est vraiment dans cette réflexion, au fond, de cultiver nos différences. Et dans ce domaine-là, un autre point qui vous intéressera sans doute aussi, si vous travaillez un peu avec la Suisse de temps en temps, nous avons considéré qu'il ne fallait pas seulement économiser, mais aussi aller chercher encore un peu plus d'argent pour réinvestir dans 2-3 choses qui nous paraissent importantes pour marquer cette spécificité. Et dans ces choses importantes, il y a 2 que j'aimerais citer ici. On veut développer la capacité, le volume de production de séries, de fiction en Suisse. On veut augmenter ça. On n'a pas assez de volume pour générer vraiment une industrie. Alors, on n'arrivera pas à le faire tout seul, bien sûr. Il faut que d'autres rentrent dans ce jeu, notamment les telcos. Mais je pense qu'on doit donner un mouvement, si vous voulez. Et donc, on va essayer de prendre une partie de cette efficience qu'on est en train d'aller chercher maintenant pour la réinvestir dans cette écriture qui raconte notre pays autrement que ne le fait l'information. Et moi, je crois qu'un pays qui ne se raconte que dans ses news a aussi un petit problème de récit. Et au fond, la fiction, pour moi, elle est très importante pour construire cette identité partagée qu'il y a dans un territoire donné, surtout aussi diversifié que le nôtre. Et puis, un autre développement qu'on veut faire de réinvestissement, c'est que, vous savez, en Suisse, on a des émissions voilà, pas toujours parfaites, mais enfin de plutôt bonne qualité, dans nos différentes langues. Mais le problème, c'est que les francophones n'ont pas la moindre idée de ce que fabriquent les alémaniques, et vice-versa, et les Tessinois non plus. Donc, ce qu'on aimerait, c'est créer une plateforme qui permet de reproposer toutes les émissions dont nous maîtrisons les droits, que nous fabriquons, également les fictions, dans la mesure du possible, avec des logiques de sous-titrage ou de synchronisation, de telle sorte qu'on puisse mieux exposer la production nationale dans les différentes langues. Je pense que là, on peut bénéficier aussi de cet effet nouveau
que développent aujourd'hui ces plateformes type Netflix qui proposent beaucoup de séries et beaucoup de formats en langue originale sous-titrée. Et on sent là un mouvement un peu sociologique dans la consommation de ces œuvres avec une plus grande acceptance des langues originales. Et donc on va essayer de développer ça en Suisse également pour que le service public puisse mieux faire partager ce qu'il fabrique. Et puis enfin, un dernier élément, voilà, nous avons ouvert toute une série de partenariats très concrets. Par exemple, nous avons créé une plateforme sur laquelle on met nos vidéos d'information dont nous maîtrisons les droits. On les met à disposition de celles et ceux qui le souhaitent, qui sont des médias suisses privés, qui peuvent les utiliser, pour autant qu'ils respectent évidemment l'intégrité de l'œuvre, pas qu'ils coupent nos vidéos en les retravaillant, en les remontant, et puis d'un autre côté que l'origine soit claire pour pas qu'il y ait de problème de responsabilité professionnelle et journalistique. Mais ce genre de serveur partagé, au fond, contribue, je trouve, à alimenter encore un peu la légitimité d'un diffuseur public en Suisse. Et pour terminer, voilà, je sais, pour terminer, je vais vous diffuser une petite vidéo qui vous explique tout ce que je viens de vous dire, un peu mieux que je ne l'ai fait, puisque c'est une vidéo qui raconte très brièvement, je vous rassure, ce qu'est la SSR dans ses différentes langues et ce pourquoi elle a cette petite saveur si particulière. La Svizzera è un'idea dort speziella. Un'idea grandiosa e condivisa. Da fragt sich niemand, warum alles in 4 Sprachen angeschrieben ist. On peut être soi-même en toute liberté sans se sentir exclu. Hier ist alles einzigartig. Unique dans son économie, même si on ne parle pas volontiers d'argent. Einzigartige Politik, weil wir gemeinsam entscheiden, um unabhängig und frei zu sein. È unica nello sport, perché lanciamo le pietre più pesanti e colpiamo le palline gialle come nessun altro al mondo. Unique dans sa musique, sa littérature et ses arts, et parfois même insolite. La Svizzera è un'idea sicuramente molto particolare, un'idea che condividiamo tutti i giorni con voi. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a tout filmé. La copie est déjà en train de partir vers Delphine Ernotte Surtout pas. À Paris et vers un certain nombre d'autres patrons du service public. Merci encore, Gilles. Merci. Ce n'est pas tous les jours qu'un patron de service public est adoubé par le suffrage populaire. Peut-être on va enchaîner sur le débat suivant. Et je vais demander à la régie d'envoyer tout de suite quelques images pour présenter ces participants et en les priant de nous excuser pour ce léger décalage temporel.